Donc, ce cours, on peut le subdiviser. On peut le récapituler par ce schéma. Donc, les différentes méthodes de contrôle sont subdivisées en trois grandes méthodes: les méthodes physico-chimiques, les méthodes biologiques et les méthodes de pharmacotechnie. Pour les méthodes physico-chimiques, donc on retrouve les méthodes d'identification et de dosage. Pour les méthodes biologiques, on a les méthodes de dénombrement et les essais de stérilité. Un autre point, donc les méthodes physico-chimiques et les méthodes biologiques sont applicables sur la matière première et le produit fini, alors que les méthodes de pharmacotechnie sont applicables uniquement sur le produit fini. Pour la première catégorie de méthodes, qui sont les méthodes physico-chimiques. Donc, on a les méthodes d'identification. On peut identifier soit un groupement fonctionnel caractéristique, et voilà l'exemple. Le plus courant, c'est le diclofenac, ou communément connu sur le nom commercial de Voltaren. Donc, on a deux types, soit le diclofenac de potassium et le diclofenac de sodium. Donc, pour les méthodes d'identification, sont caractéristiques de chaque cation. Donc là, on va identifier uniquement une partie de la matière. D'accord? Donc, on va identifier soit le potassium, soit le sodium. Pour qualifier la matière première, soit de diclofenac de potassium, soit de diclofenac de sodium. Le deuxième type de méthode d'identification sont basées sur une propriété physico-chimique de la matière. La méthode de choix ou la méthode de référence d'identification, c'est la méthode de détection par infrarouge. Donc, le principe est simple. Premièrement, c'est une méthode spectrale, c'est-à-dire elle est basée sur l'absorption d'un rayonnement. Donc, on va faire le spectre infrarouge du standard et le spectre infrarouge de l'échantillon. Après, pour les deux spectres, on va les superposer. Donc, on a deux éventualités. Soit les deux spectres sont superposables et dans ce cas, l'échantillon correspond au standard. La deuxième proposition, c'est les deux spectres sont non superposables. Et dans ce cas, donc on ne va pas affirmer que l'échantillon ne s'agit pas du standard. C'est-à-dire, si on a la matière première, le paracétamol, donc on va ramener la matière première paracétamol, on va faire le spectre infrarouge et on va analyser notre échantillon. Si les deux spectres sont superposables, donc notre échantillon correspond au paracétamol. Si les deux spectres ne sont pas superposables, dans ce cas, on ne va pas affirmer que l'échantillon ne s'agit pas du paracétamol. Parce que il y a certaines matières qui sont douées d'une propriété optique qui est le polymorphisme. C'est-à-dire, il existe sous différentes formes cristallines. Donc, on ne peut pas affirmer uniquement que l'échantillon ne s'agit pas du paracétamol suite à la non-superposition des deux spectres. Donc, la solution, certainement vont me demander la solution. La solution, c'est de faire passer le standard et l'échantillon sous forme liquide ou vapeur. Là, on va éliminer l'éventualité du polymorphisme.
Parce que lorsque l'échantillon ou la matière elle est douée des propriétés de polymorphisme, donc on peut, suite à l'analyse de l'échantillon et du standard sous forme solide, de ne pas avoir la superposition des deux spectres. Alors que lorsque on va préparer une solution de l'échantillon et une solution du standard sous forme liquide ou vapeur, donc là, on peut affirmer, si après analyse du standard et de l'échantillon sous forme liquide, les deux spectres ne sont pas superposables, là, on peut affirmer que l'échantillon ne correspond pas à la paracétamol. La deuxième méthode de choix ou de référence pour l'identification, c'est la chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince est une technique de séparation dans laquelle une phase stationnaire constituée d'un matériau approprié et répandu en une couche mince et uniforme sur un support, plaque de verre, de métal ou de plastique. Des solutions d'analyse sont appliquées sur la plaque avant le développement. La séparation repose sur le mécanisme d'absorption, de partage ou d'échange d'ions ou sur des combinaisons de ces mécanismes et elle s'effectue par migration dans un solvant ou un mélange de solvants appropriés. Donc voilà un schéma. Donc là, voilà la plaque. Donc là, on a déposé différentes solutions sous forme de gouttes. Après, donc, c'est la migration. À la fin, après révélation, donc, on va voir des tâches. Donc là, le principe d'identification est basé sur le rapport frontal. Si on garde toujours le même exemple. Si on a une matière première, le paracétamol, donc on va préparer une solution standard du paracétamol et une solution de l'échantillon qui est censé être le paracétamol. Donc on va déposer sur la plaque et après migration, donc si l'échantillon aura le même rapport frontal que le paracétamol, donc là il s'agit du paracétamol. Si il n'aura pas le même rapport frontal, donc notre matière première n'est pas le paracétamol. Et par définition, donc le rapport frontal, c'est la distance parcourue par la substance depuis le dépôt jusqu'à la distance migrée par la tâche sur la distance parcourue entre le dépôt et la fin de la course de solvant de migration. Le pouvoir rotatoire. Donc, le pouvoir rotatoire, c'est la propriété que représentent les substances chirales de dévier le plan de polarisation de la lumière, soit à gauche, et là sont les substances d'extrogir, soit à droite, et soit à gauche, ce sont les substances livogir. Donc là, un petit rappel, pour le pouvoir rotatoire, il a été découvert suite à un accident qui s'est déroulé en Allemagne. Donc, les femmes enceintes développaient automatiquement dans les premiers mois de grossesse des vomissements. Donc, ils prenaient le thalidomide pour arrêter ces vomissements et ces nausées. Après, les enfants, ils ont développé des malformations. Donc, suite à cette technique du pouvoir rotatoire, on a démontré que le thalidomide existe sous deux formes, livogir et dextrogir. Donc, la forme dextrogir, elle était responsable de l'effet contre les vomissements, alors que la forme livogir, elle était responsable des malformations. Donc là, on parle du pouvoir rotatoire.
Les méthodes de dosage. Donc, on a terminé avec les méthodes d'identification. Pour les méthodes de dosage, soit on a des méthodes de dosage partielles, c'est-à-dire on va doser uniquement une partie de la molécule qui est représentative. La première méthode, ce sont les indices. Donc, on a pris comme exemple l'indice d'acide. Donc, l'indice d'acide, par définition, est le nombre qui exprime qui exprime en milligrammes la quantité d'hydroxyde de potassium nécessaire à la neutralisation des acides libres présents dans un gramme de substance. Et voilà la formule de calcul. Les méthodes de dosage intégral. La première méthode, ce sont les méthodes de tétrage potentiométrique. C'est une méthode de tétrage durant laquelle on mesure le potentiel électrique d'une solution entre deux électrodes, une électrode indicatrice et une électrode de référence, en fonction du volume de titrant ajouté dans le but de déterminer la concentration d'une espèce chimique dans cette solution. Les électrodes peuvent être soit en verre ou en métal. L'électrode de référence l'électrode de référence peut être une électrode d'hydrogène au calomel ou argent chlorure d'argent. Les propriétés de cette méthode potentiométrique par rapport aux méthodes volumétriques. Ces méthodes sont précises même sur des solutions très diluées. Ils sont faciles à automatiser. La détection du point de fin de tétrage est plus facile, surtout si la solution est colorée, fluorescente ou trouble, ou s'il existe des espèces non attendues. Voilà quelques exemples des courbes de tétrage par potentiométrie. Les méthodes de dosage chromatographique. Les méthodes de dosage chromatographique sont des méthodes quantitatives et comparatives, c'est-à-dire comparatives. Donc, l'analyse, elle se déroule comme suit. Donc, on va préparer une solution de l'échantillon, une solution du standard à des concentrations très très proches. On va injecter l'échantillon, donc il nous donne un chromatogramme qui correspond à la concentration de l'échantillon. Et on va injecter le standard qui donne un chromatogramme qui correspond à la quantité du standard. L'équation, la quantité, elle est égale au facteur de proportionnalité fois la surface du pic de l'échantillon. Et comparablement, pour le chromatogramme du standard, la quantité du standard, elle est égale au facteur de proportionnalité fois la surface du pic du standard. Si on fait le rapport, donc on va calculer la concentration de l'échantillon par cette équation. La surface sous la courbe de l'échantillon sur la surface sous la courbe du standard fois la concentration du standard, et on aura la concentration de l'échantillon. Donc, comparatif, donc on doit injecter le standard et l'échantillon et calculer la concentration par cette formule. Les méthodes spectrales sont aussi des méthodes quantitatives et comparatives, mais cette fois, elles ne sont pas basées sur la surface sous la courbe du chromatogramme, mais ils sont basés sur l'absorption d'une certaine quantité d'un rayonnement et basé sur la loi de Beer-Lambert, où l'absorbance est égale epsilon fois L fois C. Donc, epsilon, c'est le coefficient d'absorption de la molécule. L, c'est le trajet optique. C, c'est la concentration. Donc,
la même chose, la même méthodologie. Donc, on va préparer une solution de l'échantillon, une solution du standard. On va bombarder par un rayonnement d'une certaine longueur d'onde spécifique à la molécule et on aura l'absorbance du standard. La même chose, on prépare une solution de l'échantillon et on va la bombarder avec un rayonnement à la même longueur d'onde. Et on aura l'absorbance de l'échantillon et la concentration de l'échantillon, elle est calculée par cette formule, l'absorbance de l'échantillon sur l'absorbance du standard fois la concentration de l'échantillon. Les méthodes biologiques. Le premier type sont les méthodes de dénombrement des germes aérobés viables totaux. Mais il faut noter une chose très importante. Avant de procéder au dénombrement, il faut s'assurer de deux critères. Premièrement, la stérilité du milieu de culture utilisé. Donc, là, l'intérêt, c'est de s'assurer que le milieu de culture n'est pas contaminé et que les colonies de bactéries ou de levures poussées sur ce milieu reflètent spécifiquement la contamination de l'échantillon analysé. Le deuxième critère, c'est la fertilité du milieu de culture utilisé, c'est-à-dire il fait pousser réellement les bactéries ou les levures lorsqu'ils sont en contact avec ce milieu. Donc, pour ne pas avoir des résultats faux négatifs. Voilà un schéma explicatif du dénombrement microbien. Donc là, il faut tirer deux conclusions. Donc, les bactéries, c'est le dénombrement des germes aérobés totaux, dénombrement des moisissures et levures totaux. Donc, le dénombrement des germes, il est effectué sur la gylose TSA, triptane, soja, agar. L'incubation, elle est entre 30 et 35 degrés pendant 3 à 5 jours. Alors que le dénombrement des moisissures et levures, il est effectué sur la gylose Saboro d'exposé incubé entre 20 et 25 degrés pendant 5 à 7 jours. Donc là, une petite remarque, il y a possibilité de culture ou de bactéries qui se développent sur la gylose Saboro. Donc là, on doit utiliser la gylose Saboro au chloramphénicol. D'accord? Qui stoppe la poussée des bactéries. Le deuxième schéma, c'est un schéma explicatif de la recherche des germes spécifiés. Donc là, les germes spécifiés sont Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Salmonella. Donc voilà les 4 types de bactéries spécifiques généralement recherchées dans les matières premières actives et sur les médicaments. L'interprétation des résultats. Le nombre de germes aérobés totaux est considéré comme égal au nombre d'UFC, unités formant colonie, obtenues avec le milieu gylosé aux peptones de caséine et de soja. Si des colonies de moisissures ou levures sont détectées sur ce milieu, elles sont compatibles dans le dénombrement des germes aérobés totaux. Le nombre de moisissures et des levures est considéré comme égal au nombre d'UFC obtenu avec le milieu Saboro d'extrosé gélosé.
Si des colonies de bactéries sont détectées sur ce milieu, elles sont compatibilisées dans le dénombrement des moisissures et levures. Si l'on prévoit que le nombre de moisissures et levures risque de dépasser les critères d'acceptation du fait de la croissance bactérienne du milieu saboro-dextrosé gélosé contenant, il faut utiliser des milieux contenant des antibiotiques peut être utilisés. Le deuxième méthode biologique, c'est l'essai de stérilité. Donc, l'essai s'applique aux substances, préparations et produits qui doivent être stériles selon la pharmacopée. Toutefois, un résultat favorable signifie seulement qu'aucun micro-organisme contaminant n'a pu être décelé dans l'échantillon examiné. C'est-à-dire le test de stérilité est positif suite à la présence d'une seule colonie ou d'une seule bactérie sur le milieu. Donc, la préparation, elle n'est pas stérile. Pour le troisième type de méthode, les méthodes de la pharmacotechnie, donc vous avez vu ça dans les cours de la partie galénique. Donc, on a terminé le cours. Donc, on passe aux questions. D'accord? Donc là, on a une question. La différence entre méthode de dosage partiel et intégrale. Donc, la différence entre méthode partielle et intégrale. La méthode de dosage partiel, on a pris comme exemple pour les méthodes de dosage partiel, on a pris comme exemple l'indice d'acide. Donc, c'est-à-dire qu'il dose une partie de la molécule qui est représentative. Là, pour l'indice d'acide, donc, il dose la quantité de OH, d'hydroxyde. Donc, les méthodes de dosage partiel dosent une partie de la molécule. Là, on a pris l'indice d'acide, donc il dose la quantité de COH contenu dans une molécule. Donc, il dose uniquement une partie. C'est la raison pour laquelle on a qualifié ces méthodes de dosage par de partiel. Alors que pour les méthodes de dosage intégral, donc on dose la molécule en totalité. Donc la chromatographie, donc on injecte la solution, donc on aura un chromatogramme qui est représentatif de la quantité de la molécule. Donc est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, une autre question concernant le polymorphisme. Si on analyse le standard et échantillon sous forme liquide et vapeur, on évite ce phénomène. Oui. Donc, si on a un échantillon doué de propriétés de polymorphisme, si on, on l'analyse sous forme solide, donc on a une certaine probabilité que son spectre ne soit pas superposable au spectre du standard. Pourquoi? Parce qu'il peut exister sous forme cristalline, par exemple A, alors que le standard il est sous la forme cristalline B. Donc, lorsque on va les superposer, on ne va pas avoir de spectre superposable. Alors que si on prépare une solution, et par définition, la propriété ou l'intérêt des solutions, c'est leur définition. Une solution est un milieu homogène. Donc, on a la même composition de toute la préparation. Donc, si on analyse cet échantillon sous forme de liquide ou de vapeur, donc, on va éviter le phénomène de polymorphisme. Donc, une autre question, c'est la chromatographie sur couche mince. Donc là, voilà la plaque. Cette plaque sur laquelle on a déposé une phase stationnaire. D'accord? Là, on va déposer l'échantillon à analyser et le standard. D'accord? On a la matière première qui est le paracétamol. Donc, on va déposer la solution du standard paracétamol et la solution de l'échantillon. Voilà, on aura les tâches. Après, donc, on va mettre la plaque dans la cuve de migration qui contient la phase mobile parce que la chromatographie, elle a deux composantes dépendantes l'une de l'autre. C'est la phase mobile et la phase stationnaire. Donc, après migration, donc, on aura les tâches. Voilà. Donc, le standard, il a migré à cette distance et l'échantillon, il a migré à cette distance. Donc, notre échantillon correspond au paracétamol. Si le standard, il a migré cette distance et l'échantillon, il a migré cette distance, il ne s'agit pas de la même molécule. Là, on parle de rapport frontal. Le rapport frontal, si la distance parcourue par la substance, c'est-à-dire du dépôt jusque-là, sur la distance parcourue par la phase mobile, c'est-à-dire du trait du dépôt jusqu'à la fin de la course. Là, parce qu'on va gratter la plaque pour que la phase mobile migre au maximum jusque-là. Et on aura le rapport frontal. Donc, on doit garder que l'élément de comparaison pour la CCM, c'est le rapport frontal. Donc, on va voir les autres questions. Pour les méthodes physico-chimiques, est-ce que l'infrarouge ou bien la CCM, c'est la méthode de référence pour identifier les molécules? Si on va les classer, donc la méthode de choix ou de référence
qui occupe la première position, c'est l'infrarouge. Et la CCM, elle vient en deuxième position. C'est-à-dire, si on a les deux équipements, l'infrarouge et la CCM, on a intérêt à faire l'identification de préférence par l'infrarouge. Quel type d'isomère on utilise les techniques chromatographiques pour séparer? Là, je pense que votre question, c'est quel type de chromatographie pour séparer les isomères optiques. Donc, le type de chromatographie utilisé pour séparer les isomères optiques, c'est la chromatographie chirale, qui sépare les deux isomères optiques. Et le produit fini ou le médicament, je vous donne un exemple de deux médicaments qui sont doués de propriétés optiques ou chirales, c'est l'Amlor. Si vous lisez la boîte de l'Amlor, donc vous trouvez que le principe actif, c'est la S-amlodipine. D'accord? Donc la S-amlodipine, elle est douée de la propriété anti-hypertenseur. L'autre médicament, c'est le profinide. La DCI, c'est le kétoprophène. Donc pour le kétoprophène, donc on a le S-kétoprophène et le R-kétoprophène. C'est le S-kétoprophène qui est doué de propriétés anti-inflammatoires. Donc l'ancienne appellation des isomères optiques était D et L, dextrogir et lévogir. Et récemment, donc, on a changé cette appellation à l'isomère S et l'isomère R. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, monsieur, c'est pour ma question, la dernière question. Pour les techniques chromatographiques permettent de séparer, est-ce que tous les isomères ou bien, par exemple, les isomères de position ou bien les isomères de configuration ou bien optique seulement? Donc, c'est quoi l'abréviation GAVT dans le schéma numéro 1? Donc, ce sont les germes aérobés viables totaux. Et lorsqu'on met DGAT, c'est dénombrement des germes aérobés viables totaux. D'accord? Et l'autre, c'est dénombrement des moisissures et levures totaux. GDMT.
LT. Donc, pour la question, est-ce que on identifie tous les types d'isomères, position, configuration optique par chromatographie ou seulement optique? Donc, par chromatographie, on identifie seulement les isomères optiques et on va compléter par d'autres techniques pour identifier la configuration et la position, telles que les méthodes de diffraction. Donc, si vous n'avez pas de questions, d'autres questions, donc on termine parce qu'on a le deuxième cours après. Donc, pour le polymorphisme, concernant le phénomène de polymorphisme, on identifie les échantillons à l'état liquide et vapeur seulement. Non, j'ai dit que pour éviter le phénomène de polymorphisme, c'est quoi le polymorphisme? Si l'échantillon se présente sous forme cristalline qui est différente de la forme cristalline du standard,
même s'il s'agit de la même molécule, si vous faites le spectre infrarouge du standard et le spectre infrarouge de l'échantillon, et vous faites la superposition, vous n'aurez pas de spectre superposable alors qu'il s'agit de la même molécule. Donc, pour éviter ce problème, donc on doit les faire passer à l'état liquide. Et là, si sous forme liquide ou vapeur, le spectre infrarouge du standard de l'échantillon n'est pas superposable au spectre infrarouge du standard, donc vous pouvez là affirmer à 100% que l'échantillon, n'est pas la même molécule que le standard. Donc là, je vais répéter. Pour l'infrarouge, on donne l'exemple. Donc, vous avez acheté une matière première, le paracétamol. Donc, et vous allez effectuer son identification. Est-ce que le fournisseur, il vous a envoyé réellement le paracétamol ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener le standard du paracétamol. Donc, vous allez faire son spectre infrarouge. Et vous allez faire passer votre échantillon qui est censé être le paracétamol. Et vous allez faire la superposition. Lorsque vous faites la superposition, vous avez deux éventualités. La première, les deux spectres sont superposables. Donc là, on peut dire que notre échantillon, il s'agit du paracétamol. Si les deux spectres ne sont pas superposables, là, vous ne pouvez pas affirmer à 100% que votre échantillon ne correspond pas à la paracétamol. Pourquoi? Parce que votre échantillon est doué de propriétés de polymorphisme. C'est-à-dire que l'échantillon, il est sous forme, il s'agit du paracétamol sous forme cristalline A, et le standard, c'est le paracétamol sous la forme cristalline B. Là, pour éviter ce problème, donc, on va faire passer l'échantillon et le standard soit sous forme liquide, soit sous forme vapeur. On aura les deux spectres, mais là, des spectres infrarouges de la forme liquide. Et on va faire la superposition. Là, si les deux spectres ne sont pas superposables, on peut affirmer à 100% que notre échantillon ne s'agit pas du paracétamol. D'accord? Donc là, j'ai refait le point du polymorphisme. Là, s'il vous plaît, il ne faut pas me faire des questions concernant les QCM. D'accord? Parce que là, la question gaz, solide, amalgame, donc c'est un QCM de l'examen de l'année précédente. D'accord? Il faut faire des questions, il faut poser des questions réellement sur le cours. Est-ce que vous avez d'autres questions?
S'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres questions ou on doit finir la séance pour entreprendre la séance prochaine à 13h45? Donc, on a terminé pour ce cours. Je vous donne rendez-vous à 13h45 pour le cours du traitement des résultats hors spécification. À tout à l'heure.